Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes à la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. J'ai en face de moi deux auteurs, deux intellectuels, deux femmes qui ont écrit chacune un ouvrage sur ce qu'on pourrait appeler la condition des femmes, d'une part parce qu'à ces moments-là parle de l'amour, donc des femmes et des hommes également. Mais j'ai à ma droite Ndeye Fatou Ndiaye qui a écrit un autre ouvrage qui parle cette fois-ci exclusivement des chaînes qui enchaînent les femmes et qui les empêchent d'exprimer leurs sentiments. Ndeye Fatou, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous Sadir. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Armadan, bonjour la FILDAC et bonjour Ndeye Fatou. C'est vraiment un honneur d'être ici pour parler de mon deuxième ouvrage, après la publication du premier en 2018. Justement, ceci est votre second ouvrage. Je rappelle que vous êtes titulaire de Master 2 en finance et actuellement chargé d'affaires professionnelles dans une banque. Passionné de littérature, vous êtes l'auteur de La Concession, paru aux éditions L'Harmotte en 2018 et en 2019. Vous venez de publier Les Chaînes du Silence. C'est ça, c'est effectivement. À ma gauche, je vais faire vice-versa, ce sera ainsi. J'ai Ndeye Fatou Fall Dieng. Alors moi, j'ai toujours un problème avec vos noms. Parfois, je dis Ndeye Fatou Ndiaye alors que c'est Ndeye Fatou Fall Dieng. Parfois, je dis Ndeye Fatou Fall Dieng alors que c'est Ndeye Fatou Ndiaye. Donc, comprenez-moi, vous aussi, chers téléspectateurs, comprenez-moi, c'est lapsus-là. Ndeye Fatou Fall Dieng, vous êtes l'auteur de ces moments-là. Vous avez écrit sur l'amour, sur le destin, sur des âmes qui s'unissent, se désengagent, après se réunissent à nouveau. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette trame? Bonjour Sadir, bonjour Ndeye Fatou, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Donc pourquoi cette trame? Je pense qu'elle reflète en fait ce qui se passe dans la vraie vie. Tout n'est pas linéaire. Parfois les gens ont besoin de se retourner pour se retrouver. Ils ont besoin de chacun de son côté pour pouvoir mieux se retrouver. Donc c'est un peu le pourquoi de cette trame-là. À un moment donné de leur existence, mes deux héros ne pouvaient pas être ensemble. Donc à un moment, ils se sont retrouvés. Il a fallu du temps pour qu'ils bâtissent un peu leur vie, pour qu'ils puissent se retrouver. Alors lorsqu'ils se sont séparés des héros, mais la femme, nous avons vu qu'elle a eu des offres. Qu'elle a eu des offres intéressantes, des offres, je dis intéressantes, des propositions, comme on a dit souvent, mais toujours elle croyait à son âme sœur. Elle croyait qu'un jour elle allait rencontrer cet homme. Elle se souvenait encore d'une promesse qui a été faite il y a longtemps. Pourquoi? Je pense que la force de leur attachement, en fait, c'est pas leur amour, c'est plutôt leur amitié. C'est parce qu'avant d'être amants, ils étaient amis. Et c'est ça, ils ont eu la chance d'avoir une base solide qui était cette amitié-là. Et plus que l'amour, c'est cette amitié-là qui les a aidés à des moments très troubles de leur existence, surtout au fil du temps. C'est surtout ça qui les a aidés à tenir et surtout à ne pas s'oublier. Comment il s'appelle encore? Raphaël. C'est vrai que Raphaël, lui, il a eu plus de facilité à se détacher. Pourquoi? Parce qu'il a souffert, il a pensé souffrir plus et il avait, disons qu'il avait plus besoin d'espace et lui, il a eu plus de facilité à se détacher. Maintenant, pour Alia, c'était autre chose, c'était plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus personne. La seule personne qui lui restait, c'était Raphaël. Et donc, à un moment, je pense, c'est plus le souvenir de l'amitié passée qu'il a fait plus rester que l'amour qu'elle éprouvait pour Raphaël. Alors, Ndeye Fatou, tu as vu que ton collègue de ce soir a écrit cet ouvrage-là. Vous avez vu qu'au Sénégal et même partout dans le monde, nous sommes dans un monde capitaliste déterminé par le matérialisme. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'amour, souvent, il y a le matérialisme qui, en tout cas, fait tout pour dominer, qui exerce sa domination sur l'amour. Mais nous voyons que Ndeye Fatou a fait autrement, voit autrement. Vous, comment voyez-vous cette dichotomie, cette lutte entre amour et matériel? On est dans une société qui est devenue très complexe. Une société qui est aujourd'hui un peu bâtie sur la base du matériel. Pourquoi? Auparavant, nos parents, comment ils étaient organisés? Le papa travaillait, la maman était à la maison.
les charges n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, il faut peut-être 2 personnes pour gérer un foyer. Les femmes travaillent, les hommes aussi. Sauf que les femmes ne veulent plus trop peut-être se contenter du strict minimum. En tout cas, certaines. Certaines sont prêtes à travailler dur pour avoir de quoi gérer leurs charges, gérer, on va dire, leurs dépenses. D'autres préfèrent baser tout cela sur l'homme. Avant de faire un choix par rapport à un époux, par rapport à un mariage, par rapport à un projet de vie, certaines préfèrent voir d'abord est-ce que les conditions matérielles sont réunies. Pourquoi? Parce qu'elles certaines y vont avec on va dire un côté positif. C'est pour ne pas se retrouver demain dans des situations où elles auront peut-être tout à gérer, ou alors que l'homme va les laisser là et puis voilà, elles auront beaucoup de difficultés. Par contre, d'autres, elles sont animées par cet esprit matérialiste. C'est bien beau de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais si elles peuvent y rajouter quelques billets de banque, quelques bijoux et quelques accessoires, ben, pourquoi pas? Ce serait encore parfait. Alors, pour en venir maintenant à Ndeye Fatou, vous avez écrit cet ouvrage comme si vous peigniez une trame de personnages qui sont unis par un sentiment. Mais à un moment de leur vie, ils sont obligés de se démarquer, que chacun suive sa propre voie, comme vous venez de le dire. Vous avez rappelé, on a l'impression que vous avez rappelé le triomphe de l'amour sur le matériel, à une époque où le matérialisme domine, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi vous avez porté ce choix à notre époque? Je rebondis sur ce que vous dites, le triomphe de l'amour sur le matériel. Parce que souvenons-nous, Alia, à un moment, elle est quand même courtisée par un président. Et la question que certains se poseraient, c'est qui dit non à un président? Eh bien, Alia. Tout le monde a dit non. Et j'ai posé la question, pourquoi Alia a dit non? Alia a dit non à un président parce qu'elle a trouvé mieux qu'un président. Elle a trouvé mieux qu'un président, elle a trouvé une âme sœur, elle a trouvé quelqu'un, un écho à son âme, elle a trouvé quelqu'un qui la comprenait, quelqu'un avec qui elle n'avait pas besoin de dire tous les mots, toutes les phrases. Elle avait trouvé en fait ce qu'elle recherchait, ce que toute personne recherche, je pense, un complément. Et elle l'a trouvé en Raphaël et non en président, donc voilà en fait. Et donc, je pense que c'est à cause de ça qu'elle finit avec Raphaël. Elle finit avec Raphaël parce qu'ils étaient destinés à être ensemble. Alors, ma presque dernière question, ces moments-là, quand on voit la couverture, pour en revenir maintenant à la forme, lorsqu'on voit cette couverture-là, on a tendance à se dire que voici chaque deux personnages peut-être, un homme et une femme, séparés par une tunnel. On dirait qu'ils sont sur deux montagnes différentes. Comment ces deux montagnes arriveront-elles à se joindre pour que ces deux personnes puissent se rencontrer une bonne fois pour toutes? Quelle est cette force qui est parvenue à faire rejoindre ces deux montagnes-là? Cette force, déjà, est-ce que ces deux montagnes vont se rejoindre? Là est ma première question, ma première réponse. Et maintenant, quelle est cette force? Je dirais la force de leur cœur. Et quand je parle de leur cœur, je ne parle pas d'amour, non. Je parle plutôt de résilience. Surtout du côté d'Alia, elle qui parvient quand même à surmonter beaucoup de choses et tout. Donc, je pense que c'est surtout la force de cette résilience qu'ils ont et surtout leur amitié. Plus que leur amour, je pense que c'est leur amitié qui est vraiment le plus grand joyau, la plus grande force. Tantôt vous disiez qu'on ne peut pas vivre d'eau fraîche, bien sûr, c'est vrai, mais est-ce que vous pensez, Ndeye Fatou, que deux personnes qui s'unissent, ayant presque tout réussi dans leur vie, est-ce qu'il y a un défi là-dessus, dans ce couple-là? J'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il y a un défi dans un couple où deux personnes qui sont en couple ont presque réussi chacun de son côté leur vie? Est-ce qu'il y a un défi? Non. En fait, tout est lié au projet de vie qu'ils ont, au projet de vie commun. Pour moi, c'est la base. Qu'ils réussissent ou pas de leur côté, l'essentiel c'est que tous les deux aient un projet de vie, soient prêts à se sacrifier l'un pour l'autre pour faire avancer ce projet de vie. Après, c'est bien d'avoir peut-être
ce qu'il faut pour accompagner ce projet. Mais ça, c'est la base, c'est le socle en fait. C'est ce couple-là qui s'unit, qui est à travers les difficultés, à travers les problèmes d'argent, à travers les problèmes de santé. Si cette base est ratée, ça ne sert à rien. Alors, quel doit être le rôle, ma dernière question, quel doit être le rôle de la femme dans la construction de ce projet de vie, selon toi, Ndeye-Fatou Fall Dieng? Le rôle de la femme, je pense que c'est le même que le rôle de l'homme en fait. Je pense que si on parvient à... Mais dans nos sociétés, on donne un certain rôle à la femme. Mais est-ce que ce rôle qu'on donne à la femme lui convient? Très bonne question. Est-ce que ce rôle qu'on donne à la femme lui convient? En fait, c'est ça ma question. Je pense que les deux sont dans ce ménage pour s'épanouir. Donc ce qu'il faudrait, c'est que chacun trouve juste un moyen et que l'autre l'aide avec ce moyen-là. Juste, c'est... Mais quant à vous dire, c'est ce rôle que doit tenir la femme, eh bien c'est le même que celui que doit tenir l'homme. Exactement. Alors, si ce rôle que l'on vous donne ne vous convient pas, cela voudrait dire peut-être que vous êtes dans les chaînes. Et c'est un pas, on déplace le curseur justement pour parler de votre ouvrage Ndeye-Fatou Ndiaye. Vous avez publié dans les chaînes du silence récemment aux éditions L'Harmattan au Sénégal, où l'on parle de la condition des femmes qui sont enchaînées quelque part. Vous l'avez dit tantôt. Mais avant de vous donner la parole, je vais revenir à Ndeye-Fatou Fall Dieng. Qu'est-ce qui doit convenir, selon vous, aux femmes africaines? C'est ma première, mais j'y enchaîne une seconde question. Quelle est la situation de la femme africaine en ce moment, et particulièrement sénégalaise, dans nos sociétés? Je pense que je vais commencer par votre deuxième question. La situation de la femme africaine, elle n'est pas enviable. Si on parle du Sénégal, je vais parler du Sénégal plus particulièrement. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux, dans les différents groupes de femmes, tout ce qu'on y lit à longueur de journée, ce n'est qu'en fait peine, tristesse, désillusion, trahison. Et j'ai l'impression que les femmes prennent cela comme une fatalité. Et c'est ça qui me désespère en fait. J'ai l'impression que pour elles, voilà, ça doit être comme ça. Elles sont condamnées à vivre cela, elles n'ont pas le choix. Et je pense qu'une société qui regarde faire ça, ce n'est pas enviable et ce n'est pas très honorable non plus. Alors, dans quelle société devrions-nous être et qui donnerait à la femme une place convenable, une place enviable selon vous? Je n'ose pas parler de société idéale, mais en fait, je pense que ce qu'il faudrait, c'est donner surtout plus de place à ceux qui n'en ont pas assez. Et là, je ne parle pas seulement des femmes, je parle aussi des enfants en fait. Je parle de tous ceux qui sont laissés de côté. Les femmes, les couches les plus vulnérables, même si je n'aime pas vraiment ces termes, mais je pense qu'il faudrait juste leur donner plus de place, plus de voix et plus de liberté. Plus de liberté surtout. Merci beaucoup. Ndeye-Fatou, maintenant vous qui êtes l'auteur de cet ouvrage, je vous donne la parole. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé, vous, à réfléchir, à prendre votre temps, à pousser votre réflexion et à écrire sur les conditions de femmes aux profils différents? En fait, tout est parti d'un sentiment de révolte. Déjà, j'ai fait le même constat que Ndeye-Fatou Fallia. Sur les réseaux sociaux, sur 5 publications, on va dire que les 4,5 parlent de problèmes, de souffrance, d'infidélité, de tromperie, d'abandon, de violence. Et à un moment donné, on est révolté. J'étais fatiguée de voir tout le temps ces scénarios-là. Une femme qui souffre dans son ménage, à qui on va demander de rester, de patienter, parce qu'elle doit penser aux enfants, parce qu'elle doit penser au quand dira-t-on, parce qu'elle doit penser à ses parents. On lui demande de patienter jusqu'au jour où elle va mourir, au jour où on va l'enterrer et le mari va passer à une autre. J'ai pensé à ces femmes qui souffrent physiquement, qui souffrent psychologiquement et qui ne parlent pas. J'ai pensé à ces enfants qui voient leur mère souffrir tous les jours et qui ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas cette autorité envers leur père, envers ses oncles ou envers ces autres femmes
qui fatiguent leur mère. Et je me suis dit, je vais être l'amie de ces 4 personnages-là, celles à qui elles vont venir confier leur douleur. Et je vais en parler. Si elles ne peuvent pas le faire parce qu'on ne les écoute pas, moi je vais en parler. Et l'autre sentiment de révolte, c'est que chaque fois qu'il y a un meurtre qui est commis, on va dire, on en parle pendant 10-15 jours. On fait des marches, on parle de ça partout dans la presse. Au bout d'un mois, on a oublié. On passe à autre chose. Et pour moi, il est temps en fait de régler ce problème définitivement. Justement, ce problème a un début, plus précisément à une cause. Selon vous, quelle est la cause réelle qui a abouti à ce processus de marginalisation de la femme? Tout simplement la manière dont la société est formée. On a des stéréotypes. On nous dit tout de suite, comme ce que vous demandiez tout à l'heure à Falia, comment doit être la femme dans un ménage. Mais ce qui incombe à la femme, incombe à l'homme aussi. Si on demande à la femme d'être un modèle, de pouvoir... je veux dire, on demande tellement de choses à la femme. À l'homme, on va lui dire, rapporte la dépense. On va dire... et une maison pour loger ta femme et tes enfants. Mais quand l'homme arrive, il est là devant sa télé, avec sa télécommande. Pendant ce temps, sa femme qui est allée au travail, on lui demande de rentrer tôt du travail, de s'occuper des enfants, de faire le dîner, d'aller s'occuper après de ranger la maison. Je veux dire, on lui demande toutes ces choses. Et à force de préparer nos petites sœurs, nos filles, à cet état d'esprit, c'est comme si la femme est en dessous de l'homme. Et c'est cette idée en fait qu'il faudrait un peu sortir de l'esprit des femmes. Comme je disais tout à l'heure, un couple c'est 2 personnes, c'est un projet de vie commun. Ce que l'homme fait, la femme peut le faire. On n'oublie pas que l'homme reste le kilifa de la maison, comme on dit. Mais le respect est la base du tout. C'est pas parce qu'on a un problème avec son épouse qu'on doit lui manquer de respect, qu'on doit l'insulter, qu'on doit la frapper. Tout peut se régler dans la communication, dans l'entretien, dans l'échange. Mais aujourd'hui, en arriver à un stade où on frappe quelqu'un parce qu'elle n'a pas compris ce qu'on voulait dire, ou la battre, pour moi c'est insensé. Et c'est la base en fait, c'est ce qu'on met dans la tête des gens en disant que la femme est limitée à ça et l'homme est au-dessus. C'est ce qu'on nous fait comprendre et malheureusement on grandit comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a ces disparités après dans la société. Alors, j'ai une question que je vous partage. Si nous devons maintenant situer les responsabilités dans notre société, qui est responsable ou qui sont responsables? Tout le monde est responsable. C'est pour ça que j'ai parlé de l'impact psychologique et des conséquences sur toutes les personnes qui portent des œillères. Toutes les personnes qui ne parlent pas. On va dire qu'elle a une certaine responsabilité. Le fait de ne pas parler, le fait de laisser faire. On te frappe une fois. Tout dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui disait « Mon mari m'a frappé, ce n'était pas des coups vraiment difficiles, juste 1 ou 2 gifles. » Non, elle doit dire non à ces gifles-là. 1 ou 2 gifles, il ne doit même pas y en avoir une avant d'en avoir 2 ou 3. Donc, elle a la responsabilité de dire non, de refuser. Il faudrait que la femme apprenne à être aussi indépendante financièrement pour se prendre en charge le jour où son mari lui tourne le dos. Parce qu'elle ne dira pas « je reste malgré les coups parce que je n'ai pas où aller, je n'ai pas d'argent ». Le mari est responsable. Parce que quand quelqu'un quitte sa maison pour venir habiter avec vous, à quitter sa vie, vous lui devez beaucoup. Quand elle vous met des enfants au monde, vous lui devez tout. Pour moi, le mari est responsable parce que c'est à lui de se contrôler pour ne pas battre. Les parents sont responsables. Quand votre enfant vous alerte ou que vous voyez que ça ne va pas, essayez de comprendre pourquoi ça ne va pas. Allez plus loin que la façade. Les voisins sont également des complices. Parce qu'ils peuvent intervenir, ils peuvent parler et ils ne doivent pas juger. On a tendance à pointer du doigt, à juger et c'est ce qui fait que beaucoup ne parlent pas. Et au-delà de tout ça, la justice. Aujourd'hui, le viol est encore considéré comme un délit. Il n'est pas encore considéré comme un crime. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend? Il est temps en fait de prendre des mesures pour que les gens qui commettent ces actes soient condamnés. Maintenant le curseur là-bas, je vais demander à Ndeye Fatou Fall Dieng. Elle a parlé des responsables. Vous, selon vous, quel doit être le rôle des parents pour que cette marginalisation cesse enfin? Je pense qu'il faudrait tout bouleverser d'abord. Il faut tout bouleverser et tout changer. Déjà, il faut inculquer aux enfants, parce que tout commence dès l'enfance. On voit que la fille, elle va à l'école du lundi au vendredi.
Le garçon va à l'école du lundi au vendredi. Le week-end, les garçons se reposent, les filles font les travaux ménagers. Mais pourquoi? En fait, pourquoi? Il faudrait expliquer aux enfants que ce sont des êtres humains, que tous les êtres humains se valent. Et qu'à ce titre, chacun a son rôle et chacun a une responsabilité également envers l'autre, surtout. Et que donc, les gifles, les insultes, les brimades, tout ça, ça n'a pas sa place dans un... Est-ce que tout cela ne commence pas dès l'enfance? C'est dès l'enfance et surtout, il faudrait leur donner l'exemple. Parce que quand on est enfant et qu'on voit ses parents se disputer tout le temps, et qu'on voit son père brutaliser sa mère, c'est vrai que ça ne passe pas. On peut donner toutes les leçons qu'on voudra. Quand on donne cet exemple-là, ça ne passera jamais. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dès l'enfance. Il faut parler aux enfants, il faut les éduquer d'une autre façon. Les garçons comme les filles les éduquer de manière à ce qu'ils soient plus autonomes, leur montrer qu'elles peuvent être, qu'elles sont des filles et que non, ça ne veut pas dire qu'elles doivent être éternellement derrière, qu'elles doivent être éternellement sous la coupole d'un homme. Non, qu'elles sont des êtres humains à part entière. Voilà, surtout ça, si elles se respectent, ça va, je pense que ça ira. Alors, Ndeye Fatou Ndiaye, lorsqu'on parle également de la situation des femmes et de leur marginalisation, on pense souvent au rôle de ces femmes-là, c'est-à-dire leur comportement, leur façon d'être, et aussi leur choix. Parfois, le choix de ces femmes-là n'est-il pas souvent téléguidé par le matériel, en obstruant volontairement souvent, ou involontairement, ça dépend, mais en obstruant souvent le caractère un peu violent de leur choix, de l'homme avec qui elles sont, parce qu'en réalité, souvent, il y a des choses qui se perçoivent lorsqu'ils sont en couple, mais elles obstruent cela pour des raisons matérielles. Comment jugez-vous ces femmes-là? En fait, je ne vais pas considérer qu'elles sont responsables. Tout à l'heure, je parlais de leur niveau de responsabilité, pas par rapport au coup qu'elles reçoivent, mais par rapport au fait de ne pas refuser, de ne pas dire non, stop. Mais le fait de se faire battre, je veux dire de subir une certaine violence, pour moi, c'est pas lié à au choix, je veux dire au moment au moment de se marier. Je prends le cas de Nafissatou dans mon livre. Elle s'est mariée avec un homme et c'est seulement quelques mois plus tard qu'elle se rend compte que celui-là consommait des substances illicites, chose qu'elle ne pouvait pas voir. On a peut-être essayé de la prévenir, mais tant qu'elle ne voit pas ces choses-là, peut-être elle peut se dire que ça n'existe pas. Elle a découvert le caractère violent de son mari après. Le troisième personnage, Penda, qui voyage avec son époux, c'est là-bas qu'elle se rend compte que son mari ne l'a pas épousée par amour, mais juste par rapport à, voilà, pour l'utiliser pour avoir de l'argent. Je veux dire, il y a toujours cette face cachée, peut-être de certains conjoints. On ne peut peut-être pas tout savoir. Certains se dévoilent, d'autres non. Et après, on veut nous faire croire qu'il y a toujours quelque chose qui a déclenché la violence. Pour moi, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui est violent, peut-être l'a toujours été. Ou alors a toujours caché ça. Et malheureusement, il ne le montre peut-être pas à son épouse au moment, voilà, pendant qu'ils se fréquentent avant le mariage, pendant les fiançailles, et attend après pour montrer sa vraie nature. Donc pour moi, c'est pas qu'elle préfère ne pas voir cette facette avant de s'engager, c'est juste qu'elle ne le connaisse pas. En fait, il faudrait peut-être être un peu folle pour voir quelqu'un qui est violent et se marier avec malgré tout, qu'il ait de l'argent ou pas. Nous en sommes aujourd'hui au meurtre, hélas, et malheureusement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, durcir les peines et les appliquer. Ne plus se laisser enfermer aussi dans ces chaînes du silence. Parfois, tout cela aurait pu être évité, mais ce n'est pas évité. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà toute cette chaîne-là du silence. On en parlait l'autre jour et tout. Il y a toute cette chaîne du silence. Il y a les voisins qui savent, il y a les parents qui savent, il y a cette femme qui subit toute cette violence et qui se tait. Donc, à un moment, je ne sais pas, je me dis que non, c'est désespérant. C'est désespérant. Ndeye Fatou, vous aussi, vous désespérez, nous en sommes au meurtre. Pensez-vous qu'on peut redresser la pente? Quelquefois, je suis aussi désespérée. Comme je le disais tout à l'heure, un meurtre arrive, tout le monde est pris par l'émotion. On en parle 1 à 2 semaines, voire 3. On fait des marches, on en parle partout sur les réseaux sociaux. La peine de mort?
Après, voilà, la peine de mort, je ne suis pas spécialiste en tout ce qui est droit. Donc, je ne sais pas vraiment si ce serait la meilleure solution. Pour moi, il y a un travail à faire sur la société. Il y a d'abord un travail à faire sur la jeune génération qui grandit. Il y a un travail à faire sur les époux. Ça rejoint peut-être ce que je disais dans mon premier livre, quand je disais qu'il y a un manque de préparation des époux au moment du mariage. Il faudrait qu'au moment du mariage, les deux soient là, assis. Qu'on leur dise ce qu'on attend d'eux dans le mariage. Qu'on dise à la femme, voilà ce que tu dois faire. Qu'on dise à l'homme, voilà comment tu dois tenir ta femme. S'il y a un problème qui ne peut vraiment pas être réglé, qui arrive à un certain niveau, qu'on se rapproche des parents parce qu'ils sont toujours là pour ça. Donc il y a tout ce travail à faire, mais au-delà de ça, pour les cas vraiment compliqués, il faudrait que la justice soit très sévère. Aujourd'hui, on ne peut pas attraper quelqu'un pour viol et le laisser au bout de 2-3 ans, comme on ne peut pas aussi attraper quelqu'un, un présumé violeur, sans vraiment de certitude et l'enfermer 10 ans alors que peut-être qu'il n'a rien fait. Il faudrait un travail rigoureux, je pense, mais surtout faire travailler toute cette chaîne-là, du plus petit à la justice. Mesdames, chères dames, vous êtes toutes deux ravissantes pour ce plateau-là. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous avoir accueilli et d'échanger avec vous sur des sujets vous concernant, vous femmes, concernant les chaînes du silence, et vous femmes, bien sûr, en tant que vous êtes, quand je dis femmes souvent et hommes, souvent je dis qu'il n'y a pas de différence entre femmes et hommes. La différence est physiologique. Mais au-delà de ça, nous devons être ensemble, toujours unis. Donc nous sommes des êtres humains et